juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, comme d'habitude, Olivier de Scooter co-anime cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Cette semaine, on reçoit une femme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu de femmes sur le podcast et comme ça nous tient aussi à cœur d'avoir une parité entre hommes et femmes, eh bien on est très heureux de recevoir Jeanne Collonges. Salut Jeanne. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ce podcast. Eh bien écoute, c'est un plaisir. Jeanne, on a une tradition sur le podcast, c'est de laisser les premières minutes à notre invité pour qu'il ou elle, en l'occurrence elle, se présente. Donc ce que je te propose, c'est de tout nous dire sur Jeanne Collonges. Qui est Jeanne Collonges? Alors, je vais essayer de résumer rapidement. J'ai 36 ans. 36 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Louise, qui a 5 ans. Je fais du triathlon depuis 2005. Et on va dire que j'ai commencé par la natation toute petite, donc j'ai toujours été un peu dans le sport, puis j'ai vraiment accroché à la natation et à ce genre d'effort. Et en fait, je suis venue au triathlon en 2005, j'ai découvert et très vite je me suis retrouvée en équipe de France courte distance. Et après en 2010, j'ai décidé de passer sur longue distance parce que finalement j'étais vraiment plus faite pour ce genre d'effort que pour les efforts plus rapides et plus courts, quoi. Donc et directement en pro et en fait j'avais fait des études, j'ai un master en langue étrangère et mon projet de vie ça a jamais été d'être professionnel en sport, en triathlon ou quoi, mais par la force des choses ça l'est devenu et voilà, aujourd'hui je suis contente de pouvoir faire parce que au départ c'était vraiment une passion et ça l'est resté, donc en fait je suis contente de pouvoir faire de ma passion mon métier, quoi. C'est intéressant parce que master en langue étrangère, donc j'imagine que pour les déplacements, du coup, c'est bien, tu parles bien anglais. Ouais. Mais c'est vrai que d'habitude, sur le podcast, on a plutôt des gens qui ont fait soit des études de commerce, soit même des études dans le sport, en passant par STAPS ou des kinés, des médecins. Je crois que c'est rare qu'on ait des invités pros qui soient passés par d'autres filières. Du coup, tu disais que c'était pour toi une passion, le triathlon, c'était devenu une passion. T'en as fait ton métier. On va revenir un petit peu après justement sur comment tout ça s'est articulé, comment est-ce que t'es devenu, enfin qu'est-ce qui a fait chez toi que tu as décidé de devenir pro et après comment s'est articulée ta vie de triathlète professionnel. Peut-être juste avant et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse de plus en plus. Ce serait revenir un petit peu avec toi sur ton palmarès. Est-ce que tu peux nous faire une overview rapide de ton palmarès dans le triathlon, que ce soit du court ou du longue distance? Alors, quand j'étais sur le court distance, du coup, j'ai été championne de France. C'était junior. Quand j'ai commencé, j'étais junior. Donc, de duathlon et de triathlon. Et après, j'ai été deuxième au championnat d'Europe aussi, de triathlon junior. Et ensuite, quand je suis passée en longue distance, j'ai deux titres de championne de France. Puis pour moi, les deux victoires qui me tiennent le plus à cœur, c'est l'Embrunman que j'ai gagné en 2012 et 2013. Et après, j'ai aussi gagné le 73 de Aix 2 fois, Gérardmer, le long 2 fois, le long de l'Alpe d'Huez. Et en général, c'est ce genre de courses-là qui me conviennent bien quand il y a de la montagne et tout ça. Et puis j'ai fait 3 fois deuxième sur Ironman, label Ironman, distance Ironman, quoi. Voilà. On va dire que globalement, c'est ça. C'était sur lesquels que tu as fait deuxième sur distance Ironman? Alors sur Nice en 2013, j'ai fait deuxième. Le Pays de Galles en 2016, deuxième. Et Lake Tahoe, donc en Californie, deuxième en 2013. Et en fait, à Lake Tahoe et au Pays de Galles, ça s'est joué à 500 mètres parce que j'étais en tête en course à pied et il y a toujours une fille qui m'a rattrapée à 500 mètres de l'arrivée, quoi, 2 fois. Donc ça, c'est un petit peu frustrant. C'est quoi la relation que t'as avec cette personne qui te double comme ça, ou en tout cas sur le moment même, est-ce que tu ressens des émotions comme ça de colère, de haine envers cette personne? C'est ça. Pas envers cette personne parce que je me dis c'est la course et c'est le jeu et c'est comme ça. Là, elle est plus forte que moi. Mais envers moi, oui, parce que je me dis que j'ai loupé quelque chose à un moment donné, quoi. Parce que si j'avais eu la capacité de tenir vraiment, ou alors je me dis que j'ai dû louper quelque chose quelque part et puis je me dis si près du but,
pourquoi tu peux pas juste mettre un petit dernier coup d'accélérateur pour arriver à tenir les derniers 500 mètres à fond, sauf qu'il y a un moment en fait sur un Ironman où le à fond n'est plus le à fond normal, on va dire. Oui, et puis ça, c'est toujours facile à dire a posteriori. On se dit toujours, mais attends, mais pourquoi? Enfin, c'est bon, allez, je pouvais le faire, quoi. Sauf que sur le moment même, non, en fait, non, tu pouvais pas. Et oui. Et pareil, cette année, alors en 2021, j'ai fait l'Ambraman et j'avais été blessée avant. Donc en fait, j'ai repris la course à pied 1 mois et demi avant l'Ambraman. Et j'étais deuxième jusqu'à, pareil, je pense 500 mètres, allez, 700 mètres maximum de l'arrivée. Et il y a Justine Mathieu qui m'a redoublé, mais là, à ce moment-là, quoi, la course était presque finie. Et je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Encore une fois. Mais je pouvais rien faire. C'était collé au goudron, quoi. Et est-ce que, en termes d'analyse, tu vois, de tes data, enfin, est-ce que toi, t'as vu une différence? Est-ce que le dernier kilomètre, tu te relâches parce que, je sais pas, mentalement, il y a un truc, tu te dis, en fait, j'en peux plus. T'as vu une différence à ce niveau-là, ou bien au contraire, t'as vraiment gardé tes allures et puis c'est juste que c'était dans le sens que. Là, il se trouve que cette année à Embrun, là, comme j'avais peu de course à pied derrière moi, comme j'avais repris tard, le marathon a été un peu trop long pour moi. Donc j'ai tenu jusqu'à 32 kilomètres et les 10 derniers kilomètres, c'était... En fait, il y avait le même écart entre nous deux, qui devait être de 10 ou 11 minutes. Et à partir du moment où j'ai fléchi dans les 10 derniers, c'est allé très très vite. Elle m'a repris progressivement. Et je savais qu'elle revenait sur moi progressivement. Plus d'1 minute par kilomètre, quoi. Donc. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait un écart. Et ça, t'en es consciente, du coup, parce que tu dis, je le savais, parce que bon, en général, il y a des boucles, mais avec aussi peu d'écart, tu restes sur la même boucle, donc tu le vois. Enfin, les gens te le disent, quoi. Moi, c'est les gens qui me disaient. Hein, j'avais mon entraîneur et j'avais mon mari qui était là aussi et qui me disait qu'elle revenait, mais il m'avait pas prévenu que potentiellement elle pouvait me doubler. Mais je me l'étais dit de toute façon. Puis à un moment, ils m'ont dit bon bah elle est derrière, elle va te doubler, essaye de t'accrocher. Elle m'a doublé, j'ai pas pu m'accrocher. Malgré toute la bonne volonté, mes jambes voulaient plus, quoi. C'était physiologique. Ouais. Ouais. Et il y a eu une fois aussi. C'est un sujet qu'on aborde souvent en prépa mentale. Tu sais, l'éternel deuxième ou l'éternel quatrième qui échoue au pied du podium. En fait, est-ce que tu crois qu'il y a aussi un aspect mental qui est rentré en jeu dans ces entre guillemets défaites, parce que quand tu fais deuxième ou quand tu fais troisième, pour moi c'est pas une défaite. Enfin déjà quand tu fais la course c'est pas une défaite, mais je veux dire c'est vrai que quand la personne te passe à 500 mètres de l'arrivée, c'est comme quand tu finis. Il y a un petit goût amer quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une grosse part psychologique aussi. Et puis, j'ai souvenir par exemple à Aix, je sais plus quelle année, je finis au sprint avec une fille qui s'appelle Marie-Beth Ellis, qui était très très forte à l'époque, et j'étais déjà hyper contente d'être avec elle en course à pied et de pouvoir jouer avec elle, quoi. Pour moi, j'étais un peu en admiration. Et je pense que du fait de ce statut que j'avais par rapport à elle, où je la voyais vraiment comme quelqu'un de... On est arrivé au sprint, et en fait, c'est comme si je la laissais gagner parce que je me disais que c'était déjà trop bien d'avoir pu courir tout avec elle. Et donc, on a fini au sprint. J'ai essayé de sprinter, mais au fond, je pense qu'il y a une petite part de moi qui me disait, c'est déjà bien, deuxième face à elle et tout. Donc il y a une petite part psychologique aussi. Et c'est quelque chose que tu travailles pour tes prochaines courses. Enfin, je veux dire, t'es suivi peut-être, t'as un préparateur mental ou quoi pour ce genre de choses? J'ai une préparatrice mentale qui est psychologue du sport, et donc on travaille vraiment sur plein de choses. Et elle m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, je pense que sans elle, j'aurais pas réussi à faire plein de choses que j'ai fait dernièrement parce qu'elle était là. Elle m'a aidée à prendre conscience de certaines choses. Et je pense qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup aussi. C'est juste la gestion des allures, et je pense que quand on se connaît mieux, et par exemple moi je travaille au cardio depuis pas si longtemps que ça en fait, et ça m'aide à mieux savoir si je suis vraiment dans des zones que je vais pouvoir tenir longtemps ou si je suis au-dessus de ce que je peux faire, et où du coup potentiellement je peux mal finir le marathon et donc me faire doubler, quoi. Parce que aujourd'hui le niveau est très élevé, et du coup on peut pas se permettre d'avoir un moment où ça va moins bien, parce qu'il y a des filles pour qui ça ira pas moins bien. Donc ouais. Je te propose de revenir peut-être sur la partie justement prépa mentale et puis sur d'autres aspects aussi par la suite, mais si on revient peut-être justement à ton parcours, donc là tu nous as parlé de ton palmarès. Si on refait une petite ligne du temps, donc toi tu commences la natation depuis toute petite, tu commences le triathlon en 2005,
tu te testes un petit peu sur des distances courtes, mais tu vois que finalement, t'as quand même une préférence pour le long. Donc, tu passes sur la distance longue. En pro, c'est en quelle année que tu passes pro? 2010. Parce D'accord. qu'en fait, comme je courais j'étais en équipe de France en courte distance. Quand je suis passée sur le long, je suis direct passée par la case pro, quoi. Je me suis inscrite en pro, même si pour moi, professionnel, ça ne voulait pas dire que ça allait être mon métier. C'était juste que c'était comme ça, c'était courir avec les meilleurs, quoi. On va dire ça comme ça. Un peu élite, quoi. Et en fait, après, par la force des choses, j'ai vu que ça se passait bien. Et donc, pro, ça a pris tout son sens, quoi. Là, je suis devenue professionnelle dans le sens où ma première activité, c'était ça, le triathlon. Et comment est-ce que tu fais pour en vivre aussi à ce moment-là en 2010? Parce que tu te dis je passe pro, ok, Oui. parce que c'est le statut effectivement sur la plupart des courses pour être sur la starting line avec les élites, mais ça veut pas forcément dire que tu as un contrat pro, en tout cas que tu touches un salaire. Enfin, ça se passe comment? Ah oui, c'est vrai que financièrement c'était pas le plus simple, mais alors moi j'ai fait des études jusqu'au master 2, donc bac plus 5 dans les langues étrangères. Donc je m'en suis servie pour faire des traductions et tout ça. Ça me permettait un petit peu de mettre du beurre dans les épinards, et aussi des petits boulots comme ça. J'avais surveillé une piscine aussi, enfin des petites choses comme ça. Je pouvais pas me permettre de faire que le triathlon, puis de toute façon pour moi c'était pas non plus très équilibré de faire que le triathlon. Donc dans ma tête, de toute façon, même si j'avais gagné ma vie avec ça, j'aurais pas fait que ça. Oui, c'était pas ton ambition non plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai pu avoir des partenaires. J'avais quand même des petits partenaires qui m'aidaient un petit peu, et mes parents aussi qui m'ont soutenu beaucoup, parce que déjà ils m'ont soutenu dans le fait où ils m'ont toujours aidé à me dire, enfin, en me disant que fallait que je fasse ce que j'aime, et pour eux c'était vraiment important. Et voilà, et je savais que si j'avais un problème financier ou quoi, ils allaient m'aider aussi, quoi. Donc c'était quand même une aide. Puis après, à partir de 2012, j'ai eu des partenaires financiers. Surtout quand en 2012 j'ai été championne de France longue distance et j'ai gagné l'Ambraman, et ça m'a ouvert pas mal de portes. Et j'ai des partenaires qui m'ont fait des petits contrats financiers et tout ça. Et là, j'ai pu prendre totalement mon indépendance financière, quoi. Okay. Et ouais, ça, pour moi, c'est là où je suis vraiment devenue professionnelle dans le sens professionnel du terme. C'est ça. Et ouais, t'as pu en vivre. Et ça se passe comment à ce moment-là? C'est les partenaires qui te contactent, ou bien c'est toi qui as dû prendre ton bâton de pèlerin et aller les voir un par un? Et ben là, c'est les partenaires qui m'ont contacté, donc c'était génial. Enfin, c'était une super époque, franchement, parce que je pense que c'était un peu surprenant surtout l'Ambraman. Je pense que c'est ça qui m'a aidé, et donc j'en ai eu comme ça. Et après, il y en a certains que j'ai démarchés aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que c'est un vrai métier, et enfin je sais pas, on regarde dans le foot par exemple, tous les footballeurs ils ont Ouais. au-delà du coach, je veux dire, ils ont un manager, un agent qui les représente, qui s'occupe des contrats de sponsoring, etc. Dans le triathlon, il y en a pas beaucoup. Non, il y en a, c'est vrai, mais moi j'ai jamais travaillé avec un manager, et en plus j'ai beaucoup de mal à me vendre, donc j'irai pas vers un partenaire en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas les mêmes métiers, oui, c'est sûr. C'est ça, donc j'ai pas du tout la fibre pour ça. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que mon entraîneur, c'était Yves Cordier. Alors, je sais pas si vous connaissez. On l'a eu sur le podcast il y a quelques semaines, Yves Cordier. C'est vrai? Oui. Ah, mais alors, faut que je l'écoute absolument. Il faut que t'écoutes l'épisode. Ah oui, mais c'est sûr et certain. Ah, oui. Et il m'avait même pas dit. Et en fait, ça a été mon entraîneur pendant très longtemps, jusqu'à là maintenant, il y a quelques mois. Et Yves, il a tout fait pour m'aider à trouver des partenaires, et il a fait quand même un peu le rôle du manager à la fois. En plus d'être mon entraîneur, c'était aussi mon manager, je veux dire, parce que il avait plein de contacts, vu son palmarès et tout ça, il avait gardé beaucoup de contacts avec des partenaires. Bien sûr. Qui m'a permis d'avoir. Donc honnêtement, ça a été une chance incroyable que j'ai eu de l'avoir en entraîneur, quoi. Tu parlais d'Yves Cordier. Si justement tu veux le réécouter, ou nos auditeurs veulent le réécouter, devenirtriathlète.com/podcast/332. C'était l'épisode 332. Et tu disais tout à l'heure, il a été jusqu'à récemment ton coach.
Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? Lui a arrêté, toi t'as voulu passer à autre chose, tu veux mettre un autre boost dans ta carrière? Ouais, en fait, ça faisait depuis 2010 qu'il m'entraînait. On a fait une petite pause où j'ai essayé une autre méthode en 2017, 2018, 2019, on va dire plutôt 2018-2019. Je suis passée avec Brad Sutton, qui est un entraîneur australien qui a entraîné pas mal d'athlètes de très haut niveau, dont Daniel Arif, Nicolas Spirig et j'en passe. Et en fait, j'ai été un petit peu attirée par ça. Et quand je suis arrivée avec Brad Sutton, j'ai réalisé que il me manquait tout ce que j'aimais. C'est-à-dire que j'avais pas la proximité, j'avais pas l'impression d'avoir une relation un peu particulière avec mon entraîneur. Ou voilà, j'ai besoin d'avoir une vraie relation de confiance en fait. Et je sentais moins ça. J'avais même parfois un petit peu peur, quoi. Donc voilà. Il y a quand même, enfin, j'ai l'impression il y a deux types de coachs en triathlon. Il y a le coach qui effectivement est ton pote, ton confident, avec qui tu as un vrai échange. Et puis il y a le coach qui t'envoie ton tableau Excel. Enfin, c'est de moins en moins les tableaux Excel, heureusement, mais en tout cas qui t'envoie ton plan d'entraînement. C'est très militaire. T'as intérêt à le respecter. Et si t'as des questions, c'est bien, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus. C'est exactement ça. C'est exactement ce que tu décris. Alors avec Yves, j'étais plutôt dans le premier entraîneur que t'as décrit, donc vraiment ami, tout ça. Et après, je suis arrivée avec Brad Sutton et c'était plus le plan d'entraînement. Puis j'étais une athlète parmi beaucoup d'autres, et ça j'avais plus l'habitude parce que Yves, on était un ou deux. Après lui, il s'occupait d'Ironman, donc il avait pas. Ah oui, c'est pas son job. Il voulait pas prendre, c'est ça. Il voulait pas prendre d'autres athlètes. Et en fait, après je suis revenue avec Yves parce que pour toutes les raisons que je viens de dire avec Brad Sutton là, je voulais retrouver ce que j'avais avec Yves. Je suis retournée avec Yves et là, ça faisait 3 ans que j'étais à nouveau entraînée par Yves et j'avais l'impression que là, j'ai 36 ans, j'ai eu 36 ans récemment et je me suis dit il me reste peut-être, je sais pas, 3-4 ans dans le triathlon pro. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Et j'ai l'impression d'arriver un peu à un moment où je stabilise ou alors où j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau pour voir où ça peut m'emmener, parce qu'il y avait certaines choses où j'avais l'impression de plus progresser, quoi. Ou alors même de parfois descendre un petit peu. Voilà, des qualités que j'avais étant plus jeune que j'avais plus, ou alors des blessures qui revenaient souvent. Et pour moi, il y avait quelque chose à changer, quoi. Et on dit souvent que on peut être entraîné toute sa vie par le même entraîneur. Mais c'est rare quand même. C'est souvent on a besoin de changer et de bousculer un peu les habitudes pour le corps et pour l'esprit aussi. Et donc du coup aujourd'hui tu t'as pris un nouvel entraîneur ou entraîneuse? Entraîneur, c'est un homme et il habite là où j'habite, à Saint-Étienne. Il a été longtemps entraîneur des jeunes à la Fédé de tri et il s'appelle Romain. Et on s'entend très très bien. Il a justement cette bienveillance que je cherchais chez un entraîneur, et à la fois une méthode que j'aime beaucoup parce que c'est du polarisé. Donc je sais pas si vous avez entendu parler du polarisé. Ça veut dire que on a des entraînements la plupart du temps qui sont vraiment lents et qui sont à respecter avec le cardio, tout ce qui est les watts et tout ça, tous les outils qu'on a aujourd'hui en fait. Et après, à côté de ça, on a des entraînements qui sont très rapides et voilà, où on va dans des zones qui seront au-dessus de toute façon nos zones qu'on aura en course. Et c'est une approche que j'aime bien parce que j'ai l'impression de pouvoir vraiment me donner sur les choses qui sont très dures, et après d'avoir vraiment des moments où je profite, je mets pas spécialement la montre ou quoi, c'est juste du plaisir, quoi. À l'inverse d'une autre méthode qui serait plutôt de viser des allures de course un peu tout le temps, quoi. C'est ça. Et moi, ça me fatigue beaucoup, beaucoup, en fait. Après, chacun fonctionne différemment. Mais moi, je sais que les entraînements toujours à allure de course ou toujours un petit peu, où on n'est jamais très tranquille, ou alors où on n'est jamais très, très rapide, et moi, c'est pas ce qui me fait le plus progresser, ni, et d'ailleurs, moi, je me blesse plus facilement comme ça qu'en faisant le polarisé, en tout cas. C'est intéressant. Et en même temps, t'as besoin de t'habituer à tes allures de course. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Donc, on en fait aussi un petit peu.
mais c'est pas la majorité de notre travail, quoi. C'est quand on se rapproche de la course, on va en faire un petit peu, mais on se rend compte que comme on a été au-dessus, bah c'est facile d'aller à l'allure de course après. C'est une zone qui devient plus facile à apprivoiser, quoi. Ouais, enfin en même temps tu vas au-dessus, mais tu vas au-dessus pendant moins longtemps. Moins longtemps, exactement, c'est ça. C'est le principe, de toute façon. Oui, c'est pas pareil. À partir de quel moment est-ce qu'on parle d'entraînement polarisé? Parce que je veux dire, enfin, a priori tous les entraînements ont des sorties cool et des intervalles. Tu vois, enfin, je pense que à peu près ça reste un truc plus ou moins universel. À partir de quel moment est-ce qu'on parle vraiment d'entraînement polarisé? Alors c'est normalement c'est sur le papier c'est 80% d'entraînement lent, 20% d'entraînement très rapide. 80-20. Et bon, il y a beaucoup d'athlètes qui fonctionnent comme ça sur marathon. Les biathlètes, je sais que Martin Fourcade, il a toujours travaillé comme ça en polarisé. Et il y a eu une année où ils ont voulu le faire changer. Je crois que c'était l'année qui a précédé sa dernière saison. Ils ont changé de méthode et il a fait une année presque blanche parce qu'en fait lui, il était habitué à ce genre de travail et ça l'a vachement perturbé, quoi. Il a plus les résultats. Après, il est revenu sur sa dernière année sur le polarisé et hop, c'était reparti comme il faut, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est ce que Tom Richard nous disait aussi récemment. Il a aussi un petit peu la même approche. La même approche, tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Et je sais qu'à la Fédétrie, les filles en tout cas, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et elles s'entraînaient comme ça. Et là, Léonie Perriot a commencé à s'entraîner aussi avec Romain. On a le même entraîneur. Et donc, elle retrouve ce qu'elle avait déjà, de toute façon. Donc, mais oui, finalement, il y a pas mal d'athlètes qui travaillent comme ça. Et moi, je connaissais pas du tout. Parce qu'avant, avec Yves, je travaillais sans cardio. J'avais un capteur de puissance, mais je savais pas du tout à quelle zone ça correspondait pour moi. Donc, en fait, je me servais pas des outils. Je me servais juste de mes sensations. Sauf que parfois, c'est très trompeur, les sensations. Parce que on sait pas vraiment si on est dans les zones. On fait un test d'effort, on détermine des zones et là on sait dans quelle zone on travaille, quoi. Mm-hmm. Mais on en parlait justement dans un épisode précédent avec Thomas Blanchet. En fait, les sensations, ça veut dire quoi et la douleur et qu'est-ce que la douleur, tu vois? Bon, on rentrait dans des discussions un peu métaphysiques, mais tu vois, est-ce qu'en fait la douleur, c'est tu sens la douleur ou c'est la sensation de douleur, tu vois? Quelle est la différence entre les deux? C'est ça. Est-ce que la douleur sera la même chez une personne et l'autre? Enfin bref. Mais oui, donc, parce que d'ailleurs les sportifs un peu extrêmes comme nous, on est les moins bons pour se doser, pour s'auto-évaluer quant à la douleur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tellement de moments où on se fait mal, mais dans le sens juste mal de l'entraînement, qu'on n'arrive plus à savoir si c'est une douleur qui est pas normale ou si c'est une douleur qui est juste liée à l'entraînement. Et donc ça, après, c'est un peu dangereux parce que les blessures et tout ça, c'est très vite arrivé. Et d'autant plus quand tu fais du long. On sait plus s'écouter, ouais. D'autant plus quand tu fais du long. Moi, je vois, là, je suis en train de me préparer pour un ultra. C'est pas rare qu'à la fin d'une sortie de 50-60 bornes en courant, t'es mal au pied, quoi. Après, tu te dis, est-ce que c'est une douleur juste articulaire liée à la sortie d'aujourd'hui ou est-ce que c'est le début d'une blessure? Enfin, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est ça, c'est dur de trouver la limite. Et le polarisé, il est peut-être aussi un peu plus appliqué sur de la longue distance. Enfin, toi qui as connu les deux, est-ce que tu penses que ça s'applique aussi bien pour du court distance que du longue distance? Parce que clairement, sur du court et voire même du très court, qu'on parle du sprint ou du court distance qu'on appelle maintenant le M sur le circuit, il faut quand même avoir la capacité d'être tout le temps à fond. Alors que sur du longue distance, si on prend un Ironman, tu montes jamais au-delà de 70-80% de ta FC max, même en compétition. Oui, ça c'est. Alors en fait, ce que je disais avant, c'est que justement les filles, les gars de l'équipe de France s'entraînent en polarisé aussi, qui font les jeux. Hein. Et donc c'est que ça marche aussi pour le court. Mais en fait, c'est quand même un effort qui est assez long quand on y pense. 2 heures. Quand on fait un M, c'est quand même 2 heures d'effort, même s'il faut être à fond tout le temps. En fait, l'idée, c'est aussi d'augmenter sa capacité à résister à l'effort. Même, et ce que m'expliquait mon entraîneur, c'est qu'en allant très lentement, on aide justement nos fibres lentes à se développer et à faire grossir notre cœur pour après qu'il ait plus de capacité dans la résistance et tout ça.
Et plus de capacité aussi à utiliser ses graisses, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est ça. Après, naturellement tout seul, quoi. Tu décales aussi ta filière énergétique. C'est ce fameux seuil c'est ça. Ventilatoire, ce fameux crossover. Il vaut mieux le décaler vers la droite en termes de hauteur, de fréquence cardiaque, etc. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on a déjà abordés à maintes reprises dans le podcast et dont on parlait justement dernièrement dans l'épisode avec Thomas Larblanché. Ouais, mais oui, mais c'est hyper intéressant. C'est en fait non, ça les empêche pas d'aller très vite, que de faire des entraînements très lents aussi. En fait, ils ont justement cette polarité qui permet de faire les deux, mais de pouvoir aller vite et longtemps, en fait, après, sur la course. Et je vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé avec Romain, là, à m'entraîner, j'avais pas l'habitude du tout. J'avais jamais couru avec un cardio. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait me dire, quoi. Et le premier footing qu'il m'a dit, il m'a mis un footing à 125 pulses. Et je suis partie sur le footing, tranquille. Je regarde, j'étais déjà à 140, quoi. Parce que, en fait, mon allure de footing que je croyais être mon allure de footing, c'était beaucoup trop rapide par rapport à ce qui aurait dû être mon allure de footing. Donc, j'ai dû me forcer à diminuer mon allure jusqu'à ce que mon cardio diminue. Progressivement, au fil du temps, maintenant, j'arrive à courir à peu près à mes allures de footing d'avant et mon cardio a diminué. Donc, j'ai vu une progression là-dessus, quoi. Et je trouve ça fascinant, en fait, ça me... C'est ce que j'allais te demander, si tu as vu une évolution, parce que j'avais l'occasion d'échanger avec un gars qui échange aussi régulièrement avec Eliud Kipchoge. Et en fait, ce qu'on sait pas, c'est que quand même le gars qui est réputé pour être l'homme le plus rapide du monde sur marathon, il fait des footings à 6 minutes au kilo. Alors 6 minutes au kilo, à la limite pour les amateurs comme nous, pas toi, mais pour les amateurs, on se dit bon ok, 6 minutes au kilo, effectivement c'est du footing. Mais tu prends l'homme le plus rapide du monde qui court un marathon à 2 minutes au kilo, il fait des footings à 6 minutes. Donc c'est quand même assez révélateur, je pense. Ouais, et pareil, je crois qu'il y a une championne du monde ou je sais pas quelle championne de marathon qui, pareil, 80% de ses sorties à pied, elles sont à moins de 10 km/h. Et on se dit, mais c'est incroyable. Enfin, ouais, c'est ça. Moi aussi, au début, j'avoue que les premières sorties à devoir rester à 125 pulses, ça me semblait long et dur. Et là, t'as intérêt à prendre du plat parce que dès que tu commences à monter un peu, elle s'en va. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je pouvais même pas faire une sortie un petit peu dans les chemins et tout, parce que dès qu'il y avait une montée, ça montait à je sais pas combien. Je me suis dit, oh là là, ça va être difficile. C'est parfois plus difficile, effectivement, de ralentir que d'aller plus vite, quoi. Ouais, ça... parce qu'on est un petit peu sur la réserve, quoi. Il faut vachement se maîtriser et... ça prend un peu de temps. Sans compter le fameux ego, hein. C'est-à-dire que tu te balades, bon, quand t'es toute seule au milieu des champs, à la limite, c'est moins grave, mais c'est ça. Quand t'es un peu en ville, tu sais que tu cours dans un parc ou quoi, et en fait tu vois des gens, forcément qui dépassent, machin, et tu t'es toujours un petit peu entraîné, que tu le veuilles ou non, inconsciemment, tu vois, ça se joue, quoi. Ouais. Ah bah moi du coup je me suis dit vu que je cours doucement là et que je suis focalisée sur ma montre, je vais proposer à mes copines, à ma mère et tout de venir courir avec moi. Et j'ai fait ça, et du coup, je parle en même temps que je cours avec elle, et on court pas vite, et du coup, je suis pas focalisée sur le cardio, et naturellement, du coup, ça descend, quoi. Ah, mais dis-toi que quand tu parles, t'augmentes ta fréquence cardiaque quand même. En plus, c'est vrai. Carrément. Et quand tu fais un entraînement, polarisé comme ça, est-ce que il vaut mieux, en imaginant que tu doives diminuer ton volume global d'entraînement, est-ce qu'il vaut mieux que tu diminues de manière proportionnelle, donc tout pour toujours garder un 80-20? Oui. Ou est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux que tu diminues un petit peu la partie lente et pour privilégier l'entraînement, on va dire un peu plus qualitatif entre guillemets. Ouais. C'est ça que je sais pas effectivement, parce que Romain entraîne aussi beaucoup d'amateurs qui finalement il a 1 2 3 4, il doit avoir 4 ou 5 pros vraiment, mais sinon le reste c'est des gens qui travaillent beaucoup à côté. Et pourtant, il utilise cette méthode, et je sais pas s'il fait vraiment 80-20 ou s'il y a un petit, on va dire, si le pourcentage et le ratio est un petit peu différent. Je sais que les autres me disent aussi qu'ils font des trucs très lents et des trucs très rapides, mais peut-être que justement ils ont moins le temps pour faire des choses très lentes et. Mais c'est ça, parce que faire 80% bah oui. Mais voilà, t'as pas le même volume en absolu, donc en fait, quand tu bosses, que t'as déjà une vie un peu chargée avec, une vie de famille, un boulot, ça prend pas mal de temps,
tu te fais 10 heures sur la semaine, c'est déjà pas mal pour beaucoup de personnes, quoi. Exactement. Donc, voilà. Mais sur tes 10 heures, ça veut dire qu'en fait, tu fais que 20% de rapide. Au final, t'as fait 2 heures de vraiment qualitatif. De vraiment rapide. Je pense que ça change, du coup, quand le volume est pas le même, ça doit changer le ratio. Faut adapter un petit peu. Moi, pour le vivre avec mon entreur, ça fait 15 ans qu'il m'entraîne en polarisé. Et justement, il adapte à chaque fois le volume. Quand je fais sauter une séance parce que y a un meeting, du boulot, la famille, il me dit, écoute, on va ajuster la semaine pour rester justement, alors maintenant il me dit plus, c'est pour rester dans le ratio 80-20, mais il ajuste la semaine pour que on soit pas loin de ce ratio. Alors c'est peut-être 78-22, tu vois, mais on n'est pas loin du ratio de polarisation. Ouais, c'est d'accord. Donc tu vois, c'est intéressant de savoir parce que je savais pas trop justement comment ça pouvait fonctionner, mais écoute, on te propose un test. On se rappelle dans une semaine et puis tu dis à Romain, cette semaine je peux pas faire telle séance, tu vas voir s'il ajuste la semaine. C'est ça, on va voir ça. et en même temps, parce c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais c'est aussi un message, on l'a déjà répété plusieurs fois sur le podcast et je pense que c'est important de le répéter encore une fois, c'est que la plupart des gens qui nous écoutent sont des triathlètes amateurs. La plupart des triathlètes de toute façon sont amateurs et voilà. Ça sert à rien de vouloir se calquer sur les méthodes qu'utilisent les pros pour la simple et bonne raison que les pros, ils ne font peu de choses près, ils ne font que ça. Donc il y a des pros qui bossent quand même un petit peu et tu l'as fait et il y en a plusieurs qui l'ont fait aussi, mais en général quand t'es pro, t'as quand même ça devient ta priorité numéro 1. Enfin c'est la première chose qui t'occupe dans ta vie. Là où quand t'es amateur, en général, t'as d'office un boulot, tu bosses a priori 5 jours semaine, et c'est beaucoup plus compliqué. T'as pas les mêmes phases de récupération. C'est ça. Ça a rien à voir. Donc ça sert à rien de se dire en fait, si Jeanne elle fait 80-20, moi aussi je vais faire 80-20. Si je suis amateur, pas forcément en fait. C'est ça. Et c'est très vrai ce que tu dis parce que moi, le matin, mon mari va travailler, notre petite va à l'école, et moi, je vais travailler, mais mon travail, c'est d'aller sur mon vélo à la piscine ou dans mes baskets ou à la salle de muscu ou de récupérer. Et après, à la fin de la journée, j'ai fini mon sport. Donc après, moi, j'ai mes loisirs à moi. Je sais pas, je vais lire. Je donne un petit peu des cours aussi, anglais, espagnol. Je vais m'occuper de ma fille, mais j'ai fini ma journée de sport alors que j'imagine quelqu'un qui travaillerait toute la journée et qui doit caser ses entraînements c'est totalement différent. Enfin, c'est pas du tout la même approche, quoi. Et d'ailleurs, parfois, je pense que ça peut être vachement piégeux pour les amateurs de vouloir trop en faire et après, soit d'être en burn-out parce qu'il y en a trop, soit de divorcer parce que il y en a trop pour la famille aussi. Ça doit. Il y a un moment où ça casse et ça casse à un endroit ou à un autre, mais ça casse. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est dommage pour quelque chose qui doit être un plaisir et justement un loisir ou juste obtenir un objectif parce que ça nous fait plaisir, de mettre en péril soit sa famille, soit sa santé, soit voilà. Donc je pense que c'est difficile en tant qu'amateur de trouver, que je dis amateur, en tant que personne qui travaille et à côté fait ce sport, de trouver le bon équilibre pour avoir et la performance et le plaisir. Et ne pas trop en faire, quoi. Ouais, d'autant plus que le plaisir, je pense que le plaisir dans le triathlon, beaucoup de gens ils vont le retrouver aussi dans la performance. C'est ça. Je pense que ce qui fait plaisir aussi, c'est que c'est le plaisir de faire un bon chrono, de voir que tu t'améliores, que t'es de plus en plus rapide, de plus en plus endurant, etc. Enfin, tu vois, donc d'avoir rempli son objectif, quoi, d'avoir atteint son objectif. Mais donc c'est ça, et c'est ça qui devient justement un petit peu complexe parfois pour des triathlètes amateurs. C'est de trouver le bon équilibre. Et là où je vois, je pense que justement je suis pas sûre que ceux qui essayent absolument de tout caser et qui sont un peu en surcharge, on va dire, au niveau du timing, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui est le plus efficace à l'arrivée. Je me dis, est-ce qu'il vaut pas mieux en faire un petit peu moins et que ce soit plus dans une espèce de sérénité ou alors dans un schéma où on n'est pas sans arrêt à courir après le temps. Et est-ce que c'est pas là où on va justement réussir le mieux, quoi? Parce que parfois on veut en faire, surtout en triathlon, c'est un peu le sport où on nous prend pour des fous parce que faut en faire, c'est 3 sports d'endurance, donc plus il y en a, mieux c'est, quoi. Alors qu'en fait, je crois pas. C'est en fait surtout que c'est toujours un cycle, vertueux ou vicieux, on y verra, on verra comme on veut, mais il y a pas dans l'entraînement, il y a pas que l'entraînement, ou plutôt dans la performance, il y a pas que l'entraînement.
il y a l'entraînement, il y a le repos, il y a la sérénité physique, psychologique, mentale. Et donc, si tu commences à courir après le temps parce que t'as aussi un dîner en famille et puis t'as un meeting avec le boulot et puis tu dois caser tes 3 heures de vélo et tes 2 heures de natation, au final, tu génères une telle charge mentale, tu lâches tellement d'influx nerveux que soit le temps que tu passes en dehors de faire du sport, c'est-à-dire à bosser ou avec tes proches, c'est pas du temps de qualité. Soit le temps que t'as pour t'entraîner, c'est pas du temps de qualité, et donc du coup, tu vas cramer plus d'énergie qu'autre chose, et donc tu vas aller vers le burn-out ou vers le surentraînement. Enfin, au final, c'est vraiment un cycle qu'il faut voir de manière globale et pas scinder chaque élément de ta vie, quoi. En fait, c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il y a justement, si t'es dans ce genre de situation, il y a un moment où t'es là sans être là, quoi. Enfin, si t'es là avec ta famille et que tu te dis ah mince, j'aurais dû être là sur mon home trainer ou je sais pas. Du coup, t'es là sans être là. Mais après, si t'es sur ton home trainer à dire oh là là, j'aurais dû être avec ma famille, t'es pas tout à fait sur ton home trainer non plus. Donc en fait, c'est difficile de. Et je parle aussi en connaissance de cause parce que en devenant maman, ma perspective a changé aussi. C'est-à-dire que moi, passer du temps avec elle, être une maman qui est présente pour elle, et ça a pris une importance énorme, quoi, forcément. Et donc, moi aussi, j'ai eu ce dilemme-là de me dire, je dois partir faire ma sortie vélo, c'est dimanche, je vais pas être avec elle pendant 4 heures. Enfin voilà, c'est le genre ça de tombe bien ça tombe bien justement que tu parles de ça, parce que je voulais justement qu'on aborde le sujet. Donc toi, tu as été maman, mais en plein pendant ta carrière pro de triathlète. Donc comment est-ce que ça s'est passé, et qu'est-ce qu'on peut revenir sur les différents stades? On a eu justement Sarah Lépine dans l'épisode 330 qui est une triathlète amatrice en l'occurrence. Donc bon, voilà, c'est la situation est un petit peu différente, donc on a déjà un petit peu abordé le sujet. Mais toi, t'es athlète pro, donc forcément ça t'affecte physiquement, enfin en plein milieu de ta carrière aussi. Donc comment est-ce que t'as géré tout ça? Surtout que juste on rappelle, une maman, enfin une femme qui va devenir maman, elle tombe enceinte, elle a 9 mois de grossesse en général. C'est ça. Après il y a la récupération post-grossesse, après éventuellement t'allaites ou autre. Donc voilà, c'est pas une pause de 15 jours ou 3 semaines ou un mois comme une blessure dans ta carrière pro, parce que ton métier en fait c'est de gagner des courses. C'est ça, c'est une vraie pause, quoi. C'est une vraie parenthèse. Et en plus de passer d'un statut de juste athlète à celui de maman. Et donc ça aussi, ça change après dans la vie, quoi. Et moi, en fait, c'est arrivé vraiment sans prévenir, parce que c'était pas trop dans nos plans. Enfin, on savait qu'on voulait avoir un enfant, mais c'était pas dans nos plans immédiats. En plus, je venais de me qualifier pour Hawaï. Donc, c'était l'époque où il fallait marquer des points. C'était le KPR, ça s'appelait. Et donc, moi, j'avais passé 1 an à marquer des points exprès pour me qualifier pour Hawaï. J'y arrive. Et là, paf, je tombe enceinte, et honnêtement, je pensais pas du tout que ça pouvait arriver. J'étais tellement dans une charge d'entraînement qui était intense. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ça arrive là. Et si, c'est arrivé. Et en fait, c'était 1 mois, 2 mois avant Hawaï, quoi, que je l'ai su. Donc, j'avais déjà pris mes billets. Il y avait déjà tout qui était engagé, quoi. Donc, j'ai décidé d'aller à Hawaï. Et avec on va dire, les recommandations de mes médecins, enfin mon médecin, ma gynéco, qui m'avait bien donné toutes les limites et ce que je pouvais faire et ne pas faire, j'ai décidé de prendre le départ, parce que je voulais vivre, en fait, je voulais vivre le départ d'Hawaï, quoi. Puis je voulais vivre la course de l'intérieur. Et t'en étais où à ce moment-là dans ta grossesse? J'étais à 4 mois presque. Ouais. Et parce que en général, on recommande quand même d'éviter les secousses un petit peu, non? Oui, alors ça, c'est surtout les 3 premiers mois. Ok, donc ça va, t'avais passé les 3 premiers mois, c'était J'avais bon. Passé le truc, et donc t'as pas couru pendant 3 mois? Enfin, si, j'ai couru, j'avais le droit de courir, hein, c'était... voilà, ma gynéco m'a jamais interdit quoi que ce soit. Après, le vélo, je faisais très attention parce que j'avais pas envie de tomber, ou bah oui, voilà, c'est encore les plus chutes que qui sont d'habitude. dangereuses. C'est ça. Mais t'avais pas, enfin, toi, t'as pu courir, mais parce que tu courais déjà et que ton corps était vachement habitué à ça. C'est ça. Mais une femme qui court pas, par exemple, on va pas lui conseiller de courir, alors que
Je pense que ce serait pas très recommandé. On lui recommanderait plutôt d'aller à la piscine ou de faire du vélo d'intérieur ou de l'aquagym. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, mais de courir, de toute façon, c'est ce qu'on arrête le plus vite en étant enceinte. Enfin, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Mais ouais, ok. Et parce que toi, du coup, t'as couru tout le long de ta grossesse? Non, je me suis arrêtée au bout de 6 mois et demi, je dirais. Donc j'ai quand même pu continuer un petit peu, hein, mais il y a des filles qui, jusqu'à la fin, avec un ventre énorme, continuent. Mais oui, on a déjà vu des photos comme ça sur Instagram ou quoi. C'est ça. Mais moi, ça tirait trop, ça me faisait mal. Ok, ouais, c'est ça. Mais parce que est-ce qu'elles le font parce que en fait, il y a pas de souci si t'es encore habitué et que t'as pas mal, c'est pas un problème. Moi, je sais pas. Est-ce que au contraire, Moi, honnêtement, j'ai vraiment suivi une spécialiste dans le domaine. Ouais, moi, j'ai vraiment suivi les recommandations de ma gynécologue qui connaît très bien le sport en plus, donc elle savait vraiment ce qu'elle me disait. C'est elle qui m'a dit tu peux continuer de t'entraîner normalement jusqu'à Hawaï. Hein, j'avais pas de contre-indication ni rien. Déjà, ça m'a mis vachement en confiance parce que je me suis dit bon, c'est que ça se passe bien. Après, à Hawaï, elle avait un petit peu peur quand même parce que il fait super chaud là-bas. Enfin, c'était pas l'idéal honnêtement pour une femme enceinte. Oui, parce que une femme enceinte, au-delà du fait de pas pouvoir courir, enfin, il y a quand même au niveau hormonal, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. C'est ça, c'est ça. Tu pourrais nous dire un peu plus. Hein, je suis pas expert en la matière, mais bon, les nausées, les vomissements, tout ça, enfin, c'est des choses. Moi t'as eu ça aussi, ça t'a impacté dans ton ça a influencé je sais pas, ton programme d'entraînement par exemple? Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai dû être malade 2 jours sur 9 mois. Donc en fait, j'ai vraiment eu une grossesse qui était top quoi, comme je sais pas, il y a peut-être pas beaucoup de filles qui ont eu cette chance. Donc je l'ai vraiment bien vécu, ça change aussi beaucoup hein, parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est impossible quoi, ils sont tellement malades ou tellement mal ou quoi, mais moi ça allait bien. Donc j'ai pu m'entraîner normalement, voilà. Et surtout j'ai appris, ça faisait déjà 2 mois hein, que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais déjà 2 mois qui étaient passés. Donc tu t'es même pas rendu compte quoi les 2 premiers mois. Pas du tout. Ce qui en plus en général c'est quand même le plus c'est le pire. C'est les pires. Alors, c'est ça. J'étais très fatiguée hein. Franchement avec le recul maintenant, je me rends compte que je disais souvent que j'étais fatiguée alors que ça m'arrivait pas souvent d'être fatiguée ou en tout cas de le sentir. Voilà. Et là, je sentais que j'étais fatiguée. Il y avait un truc quand même. Et puis finalement, après quand j'ai su, j'ai fait le lien quoi. Mais après Hawaï, elle m'avait dit, tu peux le faire. Au moindre doute, tu t'arrêtes. Il faut que tu boives en gros 2 fois plus que ce que tu aurais dû boire déjà normalement. Donc au final, j'ai passé mon temps à boire. J'étais pas du tout dans la course parce que évidemment, mon objectif c'était pas de me donner à fond. Parce qu'elle m'avait dit, tu peux pas aller à fond, quoi, c'est trop dangereux. Enfin, donc quand tu pars sur une course, c'est les championnats du monde, les filles, elles sont toutes affûtées comme je sais pas quoi, prêtes à aller à fond. Et que toi, t'es la seule en mode, ah non, moi, je fais attention. Ça a marché. Ouais, puis t'avais déjà, à 4 mois, t'avais déjà un petit, ça se voyait pas du tout. Quoi. À 4 mois, je pense que c'était très mental aussi, en fait, parce que jusqu'à la course, ça se voyait pas du tout. Et je crois que le lendemain de la course, c'est sorti un petit peu. Ouais. C'est, Mais du coup, au niveau sportif, j'étais pas du tout dans la course, quoi. Et en fait, il me restait 17 kilomètres à pied. Puis j'alternais entre la course à pied et la marche. Et là, j'ai dit, il y avait mon chéri qui me suivait un petit peu avec le vélo, enfin de loin de temps en temps, il venait me voir. Et à un moment, je lui ai dit bon, là, je crois que je vais arrêter parce que je vois pas l'intérêt. Enfin. J'ai peur et pour le bébé, j'ai pas envie qu'il se passe un truc et puis je suis loin, ça sert à rien. Enfin voilà, donc j'ai arrêté. Ouais. En fait, je pense qu'on est dans une sorte dans cette configuration de sauvegarde un peu, enfin on est plus précautionneux que d'habitude et moi ma priorité c'était clairement le petit bébé quoi. Donc voilà. Et après, une fois que le bébé est né, comment on gère ce statut alors déjà maman avec un jeune enfant, enfin une jeune enfant en l'occurrence, et après triathlète professionnel avec une enfant qui va à la crèche, qui va à l'école, etc. Donc ça veut dire que là, à la limite, ça borne un peu tes journées. Pendant que papa est au boulot et la petite est à l'école ou à la crèche, ça te laisse du temps pour t'entraîner. Mais avant, c'est quand même majoritairement avec toi que le bébé passe son temps. Donc, comment on gère ça? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai vu d'autres filles qui sont professionnelles en triathlon et qui ont des enfants, qui reprennent au bout d'une semaine quasiment l'entraînement. Et moi, j'ai pas fonctionné du tout comme ça. C'est-à-dire que déjà, moi, on m'avait dit,
le premier mois, tu peux pas ni aller dans l'eau, ni faire du vélo, ni courir. Donc en gros, je marchais avec elle pendant un mois. J'ai marché avec elle et c'était ma seule activité sportive, quoi. Et en fait, j'avais tellement à m'occuper avec elle que je pensais pas trop au fait de pas m'entraîner ou quoi. Et je me suis dit, là, faut que je prenne mon temps maintenant parce que faut que je reprenne une fois que tout sera bien remis en place et que je suis sûre de pas avoir des séquelles dans 10 ans ou voilà. Et donc j'ai bien respecté ça. Au bout d'un mois, j'ai pu retourner nager. Au bout d'1 mois et demi, j'ai recommencé à faire un peu de home trainer. Et au bout de 2 mois et demi, je crois, j'ai recommencé à courir. Donc j'ai vraiment pris mon temps, on va dire, pour une fille qui sportive, et j'avais pas trop le stress je me suis pas sentie spécialement stressée par rapport à ça ou quoi. Et ça, c'était en quel moment, juste pour situer un petit peu, c'était à quel moment dans enfin non, je peux faire le calcul en fait. C'était championnat, ouais, c'était octobre, donc ouais, c'est ça. 4 mois, donc. Elle est née fin mars. C'est ça, ok. Mais donc toi, tu savais que tu avais déjà fait une croix d'une certaine manière, de toute façon, sur sa saison suivante, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, j'ai pu faire une saison 2017 quasiment normale, sauf Hawaï, quoi. Et après 2018, c'est comme si, en fait, comme elle est née en mars, j'ai repris ma première compétition, c'était le court distance à Embrun, donc c'était le 15 août ou le 14 août, quoi. Ouais. Donc j'ai repris en août. Donc j'ai quand même fait un petit bout de saison 2018 où j'ai fait le CD d'Embrun, j'ai fait le long à Gérardmer et puis après j'ai fait 2-3 autres courses aussi dans la saison. Ouais. Mais c'était pas une vraie saison comme tu avais l'habitude d'en faire auparavant. C'était plus une histoire reprise, de dire, quoi. pour reprendre, c'est ça. C'est ça. Puis j'avais envie, en fait. C'est vrai que j'avais... Mais c'est fou parce que je me suis arrêtée quand même longtemps de faire de la compétition je me suis arrêtée longtemps de courir, longtemps de faire aussi des intensités ou quoi. C'était tout c'était pour se maintenir, quoi, ce que je faisais. Et mine de rien, après, quand j'ai repris la compétition, ça allait. Enfin, j'étais pas... Voilà, on se rend compte que le corps a une mémoire aussi qui est vraiment forte, quoi. Et puis au-delà de ça, alors moi j'ai 4 enfants, donc je l'ai vécu avec mon épouse. Oui. Mais souvent on dit aussi que la grossesse chez les femmes, c'est un super booster. Déjà, vous avez des décharges d'hormones dans tous les sens, et du coup il faut bien faire grandir le corps, faire évoluer le corps, nourrir un ou des bébés quand on en a plusieurs en même temps. Mais du coup, c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de reprendre aussi facilement. C'est-à-dire que t'as pas mis ton corps en pause pendant le temps de ta grossesse. Ouais. Déjà, t'as continué à avoir un minimum d'activité, et puis surtout, t'étais enceinte, et donc ton corps, il a continué à évoluer. Donc après, une fois que t'as accouché, t'as pu reprendre progressivement. Est-ce que toi, justement, t'as senti un boost ou quelque chose pendant et après cette grossesse? Alors moi, j'ai pas senti le boost du tout pendant la grossesse. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des filles, notamment les histoires là dans les années 90 ou des Allemandes de l'Est là, qui faisaient exprès d'être enceintes pile au bon moment pour avoir des bonnes performances. J'ai pas du tout senti ça. Il y a des filles pour qui ça le fait vraiment. Alors moi, c'était vraiment l'opposé, quoi. Ça m'a juste fatiguée. Donc pas du tout le boost, non. Et par contre après, je pense d'être maman, c'était... Alors au niveau physiologique, j'ai trouvé que je retrouvais, comme t'as dit, comme j'ai pu m'entraîner quand même quasiment tout du long de ma grossesse, j'ai pu reprendre. J'avais l'impression que ça allait physiologiquement. J'avais pas de de choses qui avaient spécialement changé. Et c'était plus au niveau mental, quoi. Je trouve que j'allais sur une course et je me disais si j'y arrive pas là, il y aura toujours Louise, elle sera toujours là, ou voilà, il y aura toujours ma famille. C'est ça qui me rendra vraiment heureuse, quoi. Donc c'était aussi une sorte de force pour ça, quoi. Ça t'a permis de relativiser sur la place que le triathlon prenait dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et aussi autre chose, c'est que avant, j'allais faire une course et je voyais que l'aspect me faire plaisir parce que j'aime faire les courses. Même l'aspect financier, j'y pensais quasiment pas. J'ai jamais choisi mes courses en fonction du prize money ou de ce que ça pouvait représenter non, j'ai vraiment fait des choix de cœur, on va dire. Et sauf que quand je suis devenue maman et que j'avais une responsabilité aussi financière, ça a changé aussi. Parfois, si je loupais, je me disais, mince, c'est tout cet investissement pour au final revenir avec 0 €, quoi, avoir dépensé de l'argent pour ne
rien gagné. Et je me disais, zut pour moi, mais surtout zut pour ma famille, quoi. Ça reste que la très grande majorité des triathlètes font, hein, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour pas en gagner. Hein. Pour pas en gagner, voilà, c'est ça. Globalement, c'est ça. Et pour reboucler peut-être un peu sur ce sujet-là, justement, comment tu gères avec tes partenaires parce que autant un triathlète homme, on s'attend pas forcément à ce qu'il tombe enceinte. C'est ça. J'ai raté quelque chose. Il y a un problème. Mais une triathlète femme, potentiellement, comme tu l'as dit, même si tu projettes d'avoir des enfants un jour, ça peut toujours arriver. Alors après, est-ce que tu gardes l'enfant, est-ce que tu gardes pas, ça c'est un autre débat au-delà du sport. Mais comment tu gères avec tes partenaires qui, pour le coup, il doit y avoir une négo. Est-ce qu'ils continuent à t'accompagner? Est-ce qu'ils t'accompagnent pas? Est-ce que ça remet en cause les contrats pour la suite? Est-ce que du coup, ils ont beaucoup plus d'attentes par rapport à toi pour la suite parce que, ok, on va lui faire confiance pendant les 9-10 prochains mois, mais l'année prochaine, il va falloir qu'elle prouve que, tu vois, comment ça se passe quand on est une femme pro au triathlon versus ses partenaires? Enfin, vis-à-vis de ses partenaires. On en parlait avec une amie justement dernièrement et on se disait dans un contrat professionnel sportif, il y a absolument rien, aucun alinéa concernant la maternité. Il y a sur la blessure, sur tout ce qu'on veut, le non-respect d'un partenaire ou quoi, mais il n'y a pas du tout la maternité. Donc en fait, ça veut dire que on sait pas du tout ce qui se passe. Si on tombe enceinte au moment du contrat, enfin pendant la durée du contrat, qu'est-ce qui se passe? Moi il y avait rien d'écrit dans mes contrats et j'ai eu de la chance. C'est pas repris dans les congés, congés maladie entre guillemets. Nous on n'a pas justement ce statut-là qui nous permet d'avoir des congés maladie, des congés maternité ou n'importe quoi. Il y a pas d'aide, rien quoi. C'est un peu honnêtement c'est pas du tout pensé pour les sportifs, les sportives. Ce genre de contrat, puis aussi comme c'est fait, en tout cas en France, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais et donc j'ai eu de la chance, moi, c'est que les partenaires que j'avais avant ma grossesse, quand je leur ai dit, ils ont tous continué de me soutenir quand même. Il y en a, je crois, 2 qui ont continué de me soutenir, mais sans me donner des sous, on va dire juste me soutenir matériellement, et qui ont repris une fois que j'avais eu ma petite. Donc ça déjà, on se dit dans un cas normal d'un autre métier, ce serait un peu bizarre quand même. Enfin, je pense que ça se passe pas trop. Mais sinon, quand même, la plupart m'ont suivi et notamment j'avais un partenaire nutrition que j'aimais beaucoup, qui était composé essentiellement de femmes. C'était que des femmes qui dirigeaient. Alors évidemment, elles m'ont suivi financièrement, tout quoi. Pour elles, ça changeait rien. Donc j'ai trouvé ça bien. Je trouve que globalement, ça s'est bien passé. Mais il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, parce que en fait, en gros, c'est quand on est sportive, c'est soit on choisit d'être maman, soit on choisit de faire toute sa carrière et ensuite d'avoir une famille, parce que sinon, financièrement, il y a un moment où on se retrouve un petit peu dans le flou si on tombe pas sur des partenaires comme ceux que j'ai eu à ce moment-là, quoi. Ouais, et en même temps, dans le triathlon, il y a un moment, enfin, comme tu le disais, aujourd'hui, t'as 36 ans, tu dis, voilà, j'aurai peut-être encore 3-4 ans de carrière pro. Peut-être un peu plus, hein, et je te le souhaite si c'est le cas, tu vois, mais je veux dire, effectivement, il y a un moment où, tu t'approches de la quarantaine, tes performances, ce sera plus la même chose qu'à 25. C'est ça, exactement. Et en même temps, si tu décides d'être maman après 40 ans, ça devient compliqué aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un gros dilemme en fait. Et il y a plein de filles pros qui sont face à ça, et je sais, il y en a beaucoup qui ont un enfant à 40 ans chez les filles pros. Ouais, et il y en a aussi qui ont du mal à l'avoir à 40 ans, du coup, forcément. Il y en a plein qui savent pas comment faire au milieu de leur carrière. Ce que je comprends, parce que même d'un point de vue logistique, c'est quand même quelque chose de... Enfin, quand on a un métier un peu plus classique, entre grands guillemets, on a un enfant, c'est déjà une organisation. Mais quand on est professionnel en sport, ça veut dire que même les week-ends sont pris, ça veut dire qu'il y a des déplacements pour des stages, qu'il y a des déplacements pour des courses. Ça veut dire qu'il faut avoir une famille qui nous soutient à fond, quoi. Alors moi, j'ai eu, pareil, encore une fois, une famille en or, parce que, en fait, mon mari est devenu papa au foyer pendant 1 an et demi. Et c'est lui qui s'est occupé de Louise pendant tout ce temps-là. Il a fait que ça. Et après, il a recommencé une activité professionnelle. C'est son rêve d'enfant qu'il a mis, qu'il a commencé à faire. Et donc là, Louise, elle a commencé à aller chez une nounou, puis après à l'école et tout ça.
Mais en fait, j'aurais pas eu son soutien à lui, ça aurait été vraiment différent, quoi, vraiment plus difficile de continuer parce que bah c'est pas la même chose après. Hein. Moi, j'ai aussi mes parents, ses parents qui peuvent la garder assez souvent, donc ça nous aide beaucoup, quoi. Et en même temps, c'est vrai pour les athlètes, mais c'est vrai aussi pour n'importe Pour quel tout le monde. professionnel, Ouais, c'est ça. que ce soit dans le monde de l'entreprise ou autre. Voilà, il y a un moment, effectivement, bah oui, c'est clair. Quand t'es entre tes 25 et 35 ans, c'est le moment où tu montes le plus, ou voire jusqu'à 40. Hein, c'est le moment où t'es en pleine, en pleine évolution. T'es sur une courbe d'apprentissage incroyable. Tu gagnes en responsabilité. Voilà, donc tes performances s'améliorent, peu importe dans quoi tu bosses finalement. Et c'est le moment effectivement où t'as envie de te dédier au maximum à ta carrière, et en même temps, bah c'est aussi le moment où t'as intérêt à avoir des enfants, parce que sinon après ce sera trop tard. Bah voilà, c'est ça. Donc en fait, on est on va dire un petit peu handicapé par l'horloge biologique qui tourne et par le fait de notre activité qui nécessite que notre corps, parce que notre corps c'est notre outil de travail, donc c'est parfois complexe. Je comprends que ce soit pas évident à caser dans une carrière, quoi. Donc je suis vraiment contente en fait que ce soit passé comme ça, parce que je me serais posé 10 000 questions et quand est-ce que j'aurai un enfant et tout ça, 10 000 questions qui peuvent vraiment parfois faire douter ou pas mettre toujours dans une situation très évidente, parce qu'avoir un enfant c'est pour toute la vie, quoi. C'est quelque chose qui est hyper important, quoi, je trouve. Enfin, tout le monde n'a pas le il y a des femmes qui veulent pas avoir d'enfants et c'est tout à fait respectable aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix quand même qui est hyper important, et donc moi j'aurais eu peur en tout cas de me retrouver à 45 ans et de me dire j'ai pas d'enfant parce que j'ai voulu faire du triathlon toute ma vie, et après de le regretter parce que mon souhait c'était d'en avoir. Donc j'aurais eu peur d'avoir ces regrets. T'étais t'es à peu près dans la moyenne. Enfin, t'avais 31 ans. J'avais 31 ans, c'est ça, oui. Alors je sais pas quelle est la moyenne, bon, j'imagine. Je pense que c'est ça maintenant. Ouais, ça a un petit peu ça a changé par rapport à avant. Maintenant, on en a plus tard des enfants, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Et quel serait ton conseil alors, ou tes conseils pour les athlètes femmes qui veulent performer justement, mais qui se poseraient peut-être des questions? Moi je trouve que si c'est possible, hein, comme je disais, d'une manière logistique et tout ça, parce que moi il y a beaucoup de filles qui m'ont dit mais moi mais mon conjoint il ferait rien, quoi, c'est tout moi qui ferait tout ça. Mais en vérité, je pense que c'est vraiment une décision à deux, quoi. Faut être sûr que les deux prennent leurs responsabilités, et que la maman qui est sportive professionnelle, c'est pas elle qui va tout faire pour l'enfant, qu'il va aussi y avoir une division des responsabilités, on va dire. Et moi, je trouve que si on a envie, ça vaut vraiment le coup, et en tout cas d'une manière physique, physiologique et tout ça change pas du tout les performances. Nous, on revient vraiment vite en fait. Hein, notre corps, il se souvient quand même. Et moi, j'ai vu des tas de filles. Je sais pas si vous connaissez Nicolas Spirig. Elle a été championne olympique 2 fois. Ouais. Elle a 3 enfants. 3 ou 4. 3, je crois. Et franchement, à chaque fois, elle était hyper forte quand elle revenait. Enfin, j'ai jamais eu l'impression que c'était un problème, quoi. Donc, parce qu'il y en a, c'est le côté physique qui leur fait peur. Le côté, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau et tout ça? Moi, je pense vraiment que oui, sans problème, quoi. Et parce que ton corps change après une grossesse. Je sais pas. Même. Je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait spécialement changé. Ouais. Il y en a pour qui peut-être ça change, mais nous, ça dépend ce qu'on a pu faire pendant notre grossesse aussi, hein. Mais moi, j'ai pas trouvé que ça avait changé au niveau physique. Et quels seraient tes conseils pour justement celles qui seraient enceintes et qui feraient peut-être du sport, alors peu importe leur niveau, hein, mais je veux dire, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De s'écouter d'abord, parce que c'est vrai que moi j'ai senti le moment, je disais, je me suis entraînée jusqu'au bout, mais en course à pied, je me suis pas tout à fait entraînée jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a un moment où j'ai senti que c'était trop, enfin que ça me faisait mal, ça faisait des espèces de points et tout. Je me suis dit c'est pas bien, donc j'ai arrêté. Mais pour le reste, tant qu'on sent que c'est bien, faire de la natation surtout, c'est ce qu'il y a de mieux. S'entretenir, moi je trouve que si on se sent bien, qu'on n'est pas malade tous les jours et tout ça, mais que c'est pas une maladie, et que du coup
on peut aussi faire du sport sans spécialement se mettre la misère, hein, mais juste faire du sport pour plaisir, quoi. Oui, et puis ne fût-ce que, enfin, tu le disais, bon, toi, c'était plus après l'accouchement, mais tu disais que tu marchais beaucoup. Oui, c'est ça. C'est peut-être aussi parce que finalement, j'ai l'impression qu'on sous-estime beaucoup aujourd'hui le fait de marcher. Oui. Et pourtant, on en a parlé avec des athlètes, des athlètes de dingue, hein, qui ont fait l'enduroman, par exemple. Où ils vont devoir courir pendant plus de 100 kilomètres. Ouais. Et au final, c'était une des stratégies, c'est de dire, en fait, moi, courir autant de volume, enfin, ça va me casser. C'est ça. Mais il faut quand même que je fasse du volume. Et donc, du coup, je vais marcher. Et du coup, t'as des athlètes comme ça qui partaient marcher, 10 heures de marche sur la journée. Exactement. Et c'est beaucoup moins traumatisant que la course à pied. Mais en attendant, t'es quand même en mouvement. C'est ça. Tu brûles des calories et voilà. Ça marche aussi, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai marché avec elle pendant un mois. Enfin, un mois après, j'ai continué, hein. Mais tout le temps où je pouvais pas courir, j'ai fait que de marcher avec elle. Avec la poussette et... Ouais, même je la prenais sur le porte-bébé, là. Et on marchait comme ça. Et en plus, j'ai allaité pendant longtemps. Et donc, ça aide aussi. En fait, ce qu'on peut prendre pendant la grossesse, le fait d'allaiter, ça aide aussi à retrouver plus facilement sa silhouette initiale, quoi. Ouais, d'accord. C'est physiologique. J'aurais appris des choses. Ouais. Ok, d'accord. Mais tu marchais, tu marchais quoi? Tu marchais 1 heure ou tu partais marcher? Ah ouais, parfois. Ah non. Parfois je marchais juste 1 heure. Ouais, ça devait être ça, 1 heure. Puis parfois j'y allais 2 fois dans la journée, quoi. Mais bon, ce qui est quand même, enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui marchent 1 à 2 heures sur la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens en général, quand ils disent je vais me balader, souvent c'est je vais faire 20 minutes, prendre l'air. Oui. Non, je faisais, mais même parfois c'était plus d'1 heure, je pense. Ou de promener le chien, quoi, tu vois. C'est ça. Je crois que c'est un peu la majorité des gens, je pense, pour eux, se balader, marcher, c'est ça, quoi. C'est ça, carrément. Ouais, donc ok, moi, 1 heure ou 2 de course à pied. Bon, écoute, très après, bien. moi, et du coup, le plus dur pour moi, après, une fois que j'ai pu reprendre la compétition, l'entraînement normal et tout ça, ça a été justement l'histoire de la culpabilité là sur ma petite. En fait, j'avais vraiment l'impression que je prenais pas mes responsabilités de maman quand j'allais m'entraîner. Alors que même mon mari il me disait mais écoute, en fait, c'est ton boulot. Donc là, c'est comme si t'étais au travail. Il dit, donc t'as pas à culpabiliser. Mais est-ce que t'aurais culpabilisé si t'étais derrière un bureau, derrière un ordinateur assis sur un bureau? Justement, je sais pas. C'est comme si, en fait, c'est tellement un plaisir pour moi de faire ce que je fais que je le prenais pas comme un métier. Et que donc, c'était une manière de culpabiliser aussi, quoi. Et donc, je sais pas si j'avais fait un métier derrière un bureau ou quoi, si j'aurais ressenti la même chose. Du coup, je sais pas du tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est d'autant plus culpabilisant, c'est pour les athlètes professionnels en devenir qui ne le sont pas encore. Ouais. Et qui se disent, j'ai envie de passer professionnel, mais aujourd'hui, je le suis pas. Du coup, je me donne à fond pour ça, mais en même temps, j'ai du mal à me le justifier aussi. J'ai pas forcément cette légitimité de me dire, de toute façon, je bosse, c'est normal. J'imagine que ça va être d'autant plus difficile. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, complètement. Ouais, de pas savoir quel choix faire, comment. Oui, parfois c'est une prise de risque, hein, de toute façon. On passe par là. Tu nous as donné du coup tes conseils pour les femmes qui voudraient avoir des enfants, pour les femmes qui sont enceintes. Et après, est-ce que t'as des conseils pour, je sais pas, enfin finalement là, t'as quand même une expérience de 0 à 5 ans, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que t'as des conseils peut-être pour les femmes qui nous écoutent ou les papas aussi, hein, c'est ça. Qui nous écoutent. Et voilà, comment est-ce qu'on fait, en tout cas vis-à-vis du sport, hein, comment combiner tout ça. Je sais on voit de plus en plus de poussettes un peu 4x4 pour passer un peu partout, pour courir avec la poussette, machin. Enfin voilà, est-ce que t'as des conseils toi à ce niveau-là? Mais c'est vrai que tu fais bien de mentionner les papas aussi parce qu'on parle souvent des mamans et oui, à juste titre parce que c'est nous qui portons l'enfant. A priori, on s'en occupe beaucoup aussi, mais franchement, les papas, c'est énorme aussi, quoi. Enfin moi en tout cas, le papa de ma fille, c'est énorme la responsabilité qu'il a par rapport à elle, quoi. Donc je pense que parfois on a tendance à les oublier un petit peu les papas. Donc oui, c'est vrai que c'est aussi hyper important. Franchement,
Ouais, je pense qu'il y a un âge où peut-être on peut partager plus de choses avec l'enfant. Donc peut-être parfois quand on fait des footings, après je sais pas à partir de quel âge c'est, mais quand le petit peut suivre en vélo, je crois qu'ils adorent ça. Enfin, la plupart des enfants, ils adorent ça, suivre en vélo pendant que le papa ou la maman court. Ça peut être une manière d'allier les deux, du coup l'utile et l'agréable. Ouais, alors Jeanne, attends. Ouais. Autant Oui. moi je peux emmener mes enfants qui suivent en vélo quand je fais un footing, autant toi faire un footing à 20 km/h, c'est pas donné à tous les enfants, Jeanne. Ouais, mais on a dit tout à l'heure que je faisais pas mes footings à 20 km/h, du coup c'est bon. Bon, ça va. Merci Romain. Mais ouais, puis aussi la poussette, oui, nous on a une tulle. Donc c'est une poussette où on peut accrocher le vélo ou alors courir avec. Et ça, au début, on s'en est beaucoup servi. Donc on prenait pour faire du VTT, on y allait tous les deux et du coup, ça nous permettait de faire du VTT tous les deux et en même temps de l'emmener derrière dans la carriole là, sur les chemins là, c'était super. Et du coup, courir, c'est dur de courir avec la poussette tulle là qui pèse 1 tonne. Mais bon, ça entraîne aussi, hein. En fait, il y a des manières, il y a des moyens, je pense, pour pouvoir s'accorder. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai que mon expérience de fille qui fait du triathlon et dont c'est le métier. Et donc, je sais pas comment font les gens qui, en plus, ont un métier et en plus ont la famille à gérer. Je pense que c'est encore autre chose et ouais, j'imagine que ça doit être tout timé, tout chronométré, tout hyper ouais, faut que ce soit bien calculé et que Ah ouais, t'as d'autant plus intérêt à joindre l'utile à l'agréable, quoi. voilà, bah c'est ça. Alors, on en parlait avec notamment avec Philippe Martin qui est CEO d'une des branches de chez Safran. Enfin voilà, je crois que c'est 2000 personnes, tu vois, ouais. La boîte qui gère. Enfin c'est quand même assez énorme. Et il nous racontait que sa vie, ouais, elle était chronométrée, mais à la minute près, quoi. C'est ça. C'était le matin, je me réveille à telle heure, je fais mon sport jusqu'à telle heure. Ouais. Là, j'ai 7 minutes pour prendre ma douche, mon petit déj, machin. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est à la minute près, quoi. À la minute près, c'est ça. Ouais. Et ça, ben, je pense qu'il faut être vraiment hyper courageux pour le faire, quoi, parce que bah ça demande une rigueur que tout le monde peut pas ou a pas envie d'avoir, quoi. C'est vraiment un choix et c'est d'autant plus admirable, quoi. Je trouve, hein, en tout cas. Ouais, puis d'autant quand t'as des enfants, je rappelle que les écoles, les crèches, les garderies, ça attend pas 25 minutes. Hein. Au bout de 12 minutes 30, ça appelle la police. Voilà, le papa ou la maman sont pas venus le chercher. Alors moi, il y a plein de fois où j'arrive devant l'école en tenue de course à pied, à moitié dégoulinante et tout, c'est bon, je suis à l'heure. Parce que, alors, c'est marrant parce qu'avant d'avoir Louise, j'organisais mon temps comme je voulais, plus ou moins. Maintenant que j'ai Louise, depuis, j'organise mon temps en fonction d'elle, de ses horaires et tout ça. Donc, parfois, si je dois aller la chercher à telle heure à l'école, je cale toute ma journée dans un créneau, hop, pour que ça rentre dedans. Quand il y a d'autres triathlètes qui espacent plus en fait leurs entraînements. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé. C'est plus condensé mes journées. Il y a moins de repos qu'avant. Bah oui, totalement. Ouais, et donc tu nous as parlé de la course à pied, bah c'est facile, les enfants vont à vélo et basta. Ouais. À vélo, toi tu nous disais que tu le mettais derrière ton VTT. Oui. Bon, je suis quand même curieux de voir le type qu'est-ce que t'appelles VTT du coup, parce que bon, du VTT avec une remorque à l'arrière, c'est quand même pas évident. Ouais. Alors nous, plutôt style gravel, j'imagine, mais quand on a fait ça, on était en stage à l'époque à Saint-Moritz, c'est en Suisse. C'est une station haut perché là, à 2000 mètres d'altitude, Saint-Moritz, et donc il y a une. Et tu faisais du vélo de descente avec avec Louise dans la remorque, c'est ça? Alors là, faut me voir déjà en vélo de descente. Moi, toute seule sans carriole, j'ai peur. Alors, j'imagine même pas avec quelque chose derrière, quoi. Non, c'était des chemins tout plats et avec pas beaucoup de cailloux et tout ça. En gravel, ça passait largement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est ce genre de chemin-là. Ou alors sur une piste cyclable ou des choses comme ça. Oui, non, mais j'imagine. Ouais, c'est sûr. Mais après, j'ai des amis, par exemple, mon entraîneur, Romain, il part faire du ski de fond avec ses petites derrière dans la carriole, parce qu'il y a aussi un machin pour accrocher au ski de fond, et il prend des descentes à fond, quoi. Mais faut être quand même calé en ski de fond. Faut avoir un certain niveau, quoi. C'est ça. Et parce que du coup, ça veut dire que la remorque se met sur des skis, quoi.
Je crois que c'est ça. Oui, forcément. Ouais, c'est ça. Oui, sinon tu bousilles les pistes. Sinon, ça marche pas. Tu bousilles la piste de ski de fond et les gens sont pas contents derrière. Ah ouais, c'est clair. C'est un harnais, en fait, c'est ça. Ça se tient avec un harnais, je crois. Et puis, c'est un harnais que tu mets autour de toi et puis du coup la roulotte elle est sur des skis et toi c'est bien parce que finalement ça te fait de la charge en plus. C'est ça. Aussi bien sur du plat ou sur de la montée où tu dois tirer et puis en descente t'as intérêt à avoir un bon centre de gravité pour éviter que ce soit la carriole qui te pousse. Ah ouais, complètement. Là. Et en natation, on a déjà vu, tu sais, des gens qui nagent avec les enfants dans alors peut-être pas la bouée, mais le kayak, je sais pas, un espèce de dans le Zodiac gonflable. Ah ouais, il y a ça, c'est vrai. Oui. Exact. Non mais ça existe. Alors après, est-ce que c'est juste pour la vidéo sur Instagram parce que ça fait rire, ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'entraînent comme ça? Ah à mon avis, il y a plus de gens. Enfin, ce que je vois autour de moi, en tout cas ici, c'est les mamans qui viennent poser leurs enfants à leur cours de natation, et pendant ce temps, elles font leur entraînement. Moi, toutes les mamans sportives que je connais, elles font comme ça. Parce que en plus, pour pouvoir tirer le petit ou la petite dans le Zodiac derrière, déjà, faut avoir le matos et puis surtout, faut s'entraîner en eau libre. Parce que faire ça en piscine, vas-y, va faire ton virage et puis. C'est ça, c'est impossible. Ah ouais, donc ça marche que l'été en eau vive et à mon avis, il faut faire attention aussi. Ok, ça marche. Bon, écoute, voilà, plein de conseils pour les futures mamans, enfin, les mamans ou futures mamans. Ouais, mais ça se fait, en tout cas, ça se fait, c'est sûr. On avait dit qu'on reparlerait de la prépa mentale. Oui. C'est quelque chose que tu avais abordé aussi un petit peu en début d'épisode. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu nous disais que tu avais une préparatrice mentale, notamment. Toi, à quel moment est-ce que tu as découvert la prépa mentale? Alors, en fait, déjà, j'ai fait une formation en prépa mentale en 2019-2020. Et après, j'en ai fait une deuxième, 2020-2021. Donc, j'ai fait 2 formations en prépa mentale. Parce qu'en fait, ça m'a fasciné ce côté où on pense toujours à l'entraînement. Mais qu'en fait, si on n'a pas la tête qui suit, on fait pas grand-chose de bien lumineux, quoi, je trouve. C'est vraiment 2 choses qui vont ensemble. Et souvent, on oublie la partie mentale. Et donc, ça m'a vraiment intéressée. Moi, j'ai commencé à travailler avec une psychologue du sport en 2014, où je butais un petit peu parce qu'en fait, j'avais eu des bonnes performances les 2-3 saisons d'avant, donc de 2011 à 2013, et après j'ai eu du mal à assumer mon statut, on va dire entre guillemets, hein. Mais j'avais gagné des courses et ça me mettait une sorte de pression, et c'était difficile pour moi d'arriver avec un espèce de relâchement ou alors en n'ayant plus ce statut d'outsider ou de fille à qui on pense pas au départ. Voilà, c'était plus difficile à assumer. Donc j'ai décidé d'aller la voir et elle m'a totalement libérée de ça. Donc ça veut dire que je l'ai vue, je crois 2 fois, et la course que j'ai fait qui a suivi, bim, ça a marché direct, quoi. Donc j'ai vu un vrai potentiel dans la préparation mentale. Et après, ça c'était à Nice, j'habitais à Nice à ce moment-là, et quand je suis revenue à Saint-Étienne, j'ai commencé avec une autre préparatrice mentale qui est aussi psychologue du sport. Et là, pour moi, c'est essentiel d'avoir ça, quoi. Il y a des moments où je doute, mais où j'ai pas le recul, en fait, où sur soi-même, en fait, on arrive bien à voir les choses sur les autres, mais sur soi-même, on a du mal, je trouve, parfois. Et donc, elle m'aide à prendre du recul, elle m'aide à dire les choses que parfois je vois pas, quoi. Et je les vois une fois qu'elle me fait les dire. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Ta préparatrice mentale, c'est parce que ça te permet justement de combattre ces doutes que tu peux avoir ou cette pression, ou bien est-ce que c'est dans une volonté de mieux performer, parce que je pense que t'as les deux, tu vois, tu peux aller voir un psy parce que t'es malade entre guillemets, tu vois, pour guérir une blessure, ou alors parce que tu dis écoute, moi tout va bien, mais j'ai envie de débloquer des trucs pour pouvoir aller plus loin et mieux performer. Et d'ailleurs, je pense que le mental, on le voit dans l'histoire, il a énormément travaillé. Enfin, alors il y a le matériel, les méthodes d'entraînement, etc. Mais si tu regardes les chronos dans à peu près toutes les disciplines dans le monde, tu vois, je veux dire, les chronos ne font que s'améliorer. Et Et il y a un truc
hyper mental, tu vois. Oui, c'est ça. Le jour où on est passé sous la barre de X secondes sur le 400 mètres, sur le 5000, sur le 10 km, sur le marathon, etc. À chaque fois, il y a des barrières psychologiques. Mais dès que tu passes cette barrière-là, il y a une personne qui passe cette barrière, et ben derrière, t'en as toute une. Oui, c'est vrai. Tu vois, t'as toute une série de gens qui vont faire pareil, parce qu'en fait, c'était mental, quoi. Bah, je trouve qu'il y a une énorme partie mentale, quoi. C'est, j'ai entendu une interview de Bernard Hinault, je sais plus quand, je sais plus quelle année, quoi, où il disait oui, mais nous à notre époque on y arrivait très bien sans préparation mentale. Regardez, on se débrouillait très bien et tout ça. Et je me suis dit bah oui, vous y arriviez très bien, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui en fait. C'est moins bien. Bah voilà, c'est ça. Donc oui, vous étiez capable de faire des choses, mais je pense qu'à chaque fois on trouve des petites choses pour améliorer les performances et c'est vrai que aujourd'hui, je pense on accorde plus d'attention à tout ce qui est l'aspect mental. Et dans le triathlon, c'est nouveau parce que il y a des sports, le tennis, le golf, ce genre de sport où il faut avoir justement des facultés mentales énormes. Là, ça fait longtemps qu'ils travaillent en préparation mentale. Nous, en triathlon, c'est un petit peu bourrin, quoi. C'est faut s'entraîner. Mais après, la tête, ça passe après. Alors que moi, je trouve que c'est énorme. En fait, ce qu'on est capable de faire parfois, alors de ma connaissance sur un Ironman, une distance très longue, mais c'est le cas aussi sur des courtes distances, même des sprints et tout. Parfois, ce qu'on croit qu'on est capable de faire, c'est infime par rapport à ce qu'on est vraiment capable de faire, quoi. Et quand on en a pris conscience et qu'on se libère un peu de nos limites qu'on s'est mis soi-même, bah ça libère des choses. On peut se surprendre, hein, je pense. Oui, bah comme le jour où tu démystifies une certaine distance reine, que ce soit le marathon ou l'Ironman full distance. Voilà, et avant ça, tu te dis c'est en fait toute une montagne. Ouais. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis t'en es peut-être un peu chié, mais en fait en réalité ça va. C'est ça. Je pourrais le refaire, quoi. C'est ça. Ouais, en fait, on est capable de plus que ce qu'on imagine. Et puis pour revenir sur l'histoire de Bernard Hinault, peut-être qu'il faisait sans préparation mentale, mais à l'époque, les coachs, les managers et autres étaient quand même relativement omniprésents. Et donc, même si individuellement, ils faisaient pas appel à des préparateurs mentaux, je pense que au sein de l'équipe, ça bossait quand même à ce niveau-là. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui, il y avait forcément une part, un truc, mais oui, c'était pas. En tout cas, ils allaient pas voir vraiment quelqu'un pour travailler tous les aspects de ça, quoi. C'était pas. Ouais. Et toi, jeune, du coup, quand t'as commencé à aller voir ta psychologue du sport, tu disais au début c'était plutôt parce que t'avais une pression, enfin c'était plutôt pour guérir une blessure entre guillemets. C'est ça. Et aujourd'hui, tu continues à consulter. C'est toujours pour ça, ou bien t'es passé justement aussi dans l'aspect, en fait, je veux améliorer mes performances, je veux débloquer des trucs pour être meilleur. J'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose à travailler. C'est-à-dire que si un jour c'est un doute sur parce qu'on a beaucoup de doutes en fait, hein, mais tout le temps. Un jour ce sera là-dessus, un jour ce sera sur autre chose. Il y aura toujours quelque chose, et je pense que depuis justement que aussi j'ai Louise, j'ai eu beaucoup de mal au début, comme je disais, à accepter le fait de partir m'entraîner, surtout le week-end. J'avais ce truc-là avec le week-end parce que là avant j'avais pas de notion du lundi, mardi, samedi, dimanche, c'était pareil pour moi. Mais bon, après, quand le rythme scolaire et tout, ou de la nounou et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Aller m'entraîner le samedi, le dimanche, je voyais bien que c'était le moment où il y avait ma petite avec nous, quoi. Et donc, je ressentais tellement de culpabilité que je me blessais, je me faisais mal, enfin, voilà. Et j'ai dû travailler avec elle pour justement qu'elle me fasse prendre conscience que qu'elle serait fière de moi, qu'en fait, ma petite, elle serait fière d'avoir une maman qui fait du sport et tout ça. Et qu'il fallait que c'était pas le quantitatif qui comptait, mais surtout le qualitatif, le temps que je passais avec elle, comment je le passais avec elle, quoi. Voilà. Donc en fait, au départ, je suis retournée voir une psychologue du sport pour ça, parce que j'avais trop de blocage par rapport au fait d'être maman. Et tu disais que tu te blessais
à cause de ça? C'est-à-dire, comment t'expliques ça? Je pense qu'il y avait aussi l'aspect physique, hein. Il y avait des choses dans mon entraînement qui étaient pas assez calées, mais il y avait aussi une grande part mentale où en fait, je pense que le corps est aussi un bon indicateur de ce qui se passe dans notre tête. C'est que il parle souvent, on dit les gens qui ont mal au dos, c'est qu'ils en ont plein le dos, enfin des petites choses comme ça, mais c'est pas si bête. En fait, c'est vrai que parfois notre corps parle et moi j'avais vraiment l'impression que mon corps m'arrêtait en plein élan, comme pour me dire mais attends, il faut que tu réfléchisses à ce que tu fais, à pourquoi tu le fais, tout ça, à pourquoi tu culpabilises, et il m'arrêtait exprès pour que je prenne le temps de réfléchir, parce que sinon je me posais pas, j'avais pas le temps d'y réfléchir et tout ça quoi. Ouais. Oui, c'est un peu un côté psychosomatique. Oui, c'est ça. Mais oui, si, psychosomatique. En fait, 1 an après la naissance de Louise, j'ai eu une douleur mais affreuse qui m'empêchait de courir et tout. On n'a jamais rien trouvé aux images, rien du tout quoi. J'ai continué comme ça pendant 6 mois, 8 mois, je crois, avec une douleur qui m'empêchait de faire des courses et tout. Et puis en fait, un jour, j'ai décidé de revenir avec Yves Cordier. Et là, pif, la douleur est partie. Ouais, progressivement, mais quasiment. C'est marrant parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois des histoires comme ça, parfois de quelqu'un qui devait se marier et qui en fait le sentait pas et n'était pas sûr et a commencé à avoir des problèmes, et vraiment des problèmes de santé, des trucs un peu, c'est grave, tu vois, mais sans comprendre d'où ça venait. Et au moment même, le jour même où en fait elle a décidé, non, en fait c'est pas ça que je veux faire, j'annule. C'est ça. Et ça a disparu. Et donc c'est vrai que après moi j'ai un peu du mal à me l'expliquer. Oui. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui racontent ça, et j'ai eu un accident il y a c'était il y a 1 an et demi, un accident à vélo, et a priori pas de ma faute parce que c'est quelqu'un qui a traversé de mauvais moments, donc je sais pas dans quelle mesure est-ce que tu vois mon corps a voulu me faire passer un message, mais il y a plein de gens qui m'ont dit écoute, c'est normal, si ton corps il t'a dit stop, tu vois. Je disais non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est un accident. C'est un accident. Mais bon, c'est vrai que alors peut-être que si j'avais été moins sous stress, tu vois, que je m'étais moins entraîné, j'avais moins travaillé, j'étais plus droit dans mes bottes à ce moment-là parce que j'en faisais peut-être un peu trop. J'aurais peut-être été plus vif, tu vois, au freinage, ou j'en sais rien. C'est ça. Mais toujours est-il qu'effectivement le fait d'avoir été un peu dans cet état où j'avais quand même pas mal enchaîné avec des courses un peu longues avant ça et tout ça. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit écoute, voilà, c'est un signal, tu vois, c'est un signal de la vie, c'est ton corps qui te dit stop et tout. Mais j'ai toujours j'ai toujours dit non, c'est bon, c'est un accident, je veux dire, c'est comme ça, tu vois, c'est pas de chance. Mais voilà, il y a peut-être ce truc, effectivement, j'ai un peu du mal à me l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a il y a le côté pas de chance, mais pareil, j'ai une amie triathlète pro aussi qui il y a 2 ans s'est cassé la clavicule, mais en fait c'est un moment où ça allait pas du tout pour elle, mais c'était un accident, hein, mais je crois qu'elle remettait tout en question et bim, il y a une dame qui ouvre sa portière en vélo, elle se la prend et puis elle tombe, elle se casse la clavicule. Et pour moi c'était un accident quoi, mais en fait pour elle non, c'était pas qu'un accident, c'était aussi parce que c'était comme pour lui dire stop, arrête là, ça va pas, faut que tu remettes les choses en place avant de continuer quoi. Et finalement ça a été bénéfique pour elle. Hein. Et oui, ça oui, j'imagine. En tout cas si c'est un signal de la vie, c'est que c'est qu'il y a un impact, et tant mieux, tu vois, mais peut-être que si elle avait été ou que si moi j'avais été un petit peu plus alerte à ce moment-là, on aurait roulé un peu moins vite, ou moi ou on aurait laissé 1 mètre de plus avec la portière, tu vois. C'est ça. Donc mais bon, après ça on le saura jamais. Mais ça c'est les accidents, c'est encore plus difficile. Mais c'est vrai quand t'as une blessure, un truc que tu t'es fait toi, quoi. Là t'en prends pleinement conscience, quoi, parce que tu te dis c'est fou, j'ai cette douleur, on voit rien, pourtant j'ai mal, quoi. Il y a quelque chose, mais non, il y a rien. Mais c'est fou, je peux pas courir. Mais alors pourquoi tu peux pas courir, quoi? Réfléchis, pourquoi tu peux pas courir? Et là tu réfléchis. C'est comme cette fameuse douleur que t'as, c'est très classique, hein. Oui. La fameuse douleur que t'as 1 semaine, 15 jours ou même 2 jours avant la course. Et puis, tu te dis, allez, c'est bon, là, t'essayes d'en faire abstraction.
et puis le jour de la Ouais. course, hop, plus rien. Plus rien, c'est ça. En fait, tu te mets un truc, mais ça m'arrive tout le temps. Le moment où tu relâches en plus, donc tu te dis bon, voilà. Ah, tu sens un petit truc bizarre et tout. Tu te dis c'est dingue ça. Puis en fait, la course passe et hop, c'est parti. Ça arrive plein de fois. Ouais. Pour rebondir sur ce que vous avez échangé tout à l'heure, il y a un livre que je suis en train de lire et qui, je pense, illustre très bien ça. C'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, où il en parle pas mal, et notamment le fameux acte manqué. Voilà, on pourrait estimer que le fait d'être un peu moins alerte parce que tu as une charge mentale suffisamment, trop importante sur d'autres sujets que le sport, fait que tu vois pas la porte qui s'ouvre, que tu vois pas le gamin qui traverse la route, que voilà. Bref. Non, super intéressant. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu l'image que les parents donnent ou laissent à leurs enfants, et notamment chez les sportifs ou chez les sportifs professionnels. Moi, je vois mon gamin, mon 4e, il a 2 ans et demi, et en ce moment, il est dans le pourquoi. Papa, pourquoi tu cours? Ah oui. Mais en même temps, c'est clair. Mais en même temps, quand tu vois, il te voit t'habiller et puis il dit papa, je viens courir avec toi. Est-ce que toi, ça te fait pareil avec ta petite Louise? Ouais, pareil, Louise, au même âge, là, elle était dans sa phase pourquoi tout, quoi. Et en fait, je le voyais pas au début, mais je me suis rendu compte après que elle fonctionnait beaucoup en admiration, en fait, que elle était plutôt contente d'avoir une maman qui faisait ça. Et donc ça change aussi les perspectives. Et souvent, elle imite beaucoup. Donc si elle me voit faire du vélo, elle va vouloir faire du vélo aussi. Courir, elle veut toujours courir, qu'on fasse la course et tout ça. Et nager, elle veut toujours, quand on va à la piscine, que je sois avec elle pour que je la vois, que je vois comment elle nage et tout ça. Puis en fait, on lui a pas appris à nager, elle m'a vu nager et donc elle imite, quoi. C'est beaucoup d'imitation. C'est génial. Ouais. Ah oui, c'est génial d'avoir ces modèles-là et je me reconnais aussi. Enfin, je veux dire, moi, mon papa, il fait du vélo, il a toujours fait beaucoup de vélo. Ouais. Et il en fait encore plus que moi aujourd'hui, tu vois. Donc oui, ça a toujours été un modèle. Enfin, tu vois, je veux dire, ça a toujours été présent. Et même s'il y a eu des moments où je me suis un peu éloigné du vélo parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire pour l'adolescence, tout ça, voilà. Ouais. Mais au final, c'est un truc, ça reste inconsciemment, c'est là, tu vois, c'est dans l'esprit. Et mon grand-père faisait pareil. Et tu vois, donc c'est un truc, c'est un peu, tu l'as dans le sang, mais parce qu'en fait, tu l'as vu depuis tout petit, et donc c'est tes repères, quoi. Ouais, je pense que c'est des repères, vraiment. Ouais. Et finalement, il y a plus d'admiration et tout, et je m'en rends compte aujourd'hui, quoi, c'est fou. Alors qu'au début, je me disais que je devais manquer certaines fois ou quoi, mais pas du tout. En fait, non, c'est plus du plaisir pour elle. Et donc finalement, tu conscientises beaucoup plus ton métier de triathlète professionnel qui a peut-être 5-6 ans avant que la petite Louise arrive. C'est vrai. En fait, avant, j'avais vraiment plus l'impression d'être toujours pas dans la vraie vie, on va dire, dans le sens où, oui, j'ai toujours fait un petit truc à côté, comme faire des traductions, donner des cours et tout ça. Mais franchement, à côté, mon métier de triathlète, j'ai jamais eu l'impression que c'était un métier. C'était ma passion, puis j'avais de la chance, je pouvais gagner un peu ma vie avec. Alors qu'aujourd'hui, comme il y a plus de responsabilités, je me rends compte que oui, il faut que ça me ramène quelque chose, que ça me rapporte quelque chose pour eux, quoi, pour ma famille. Donc je conscientise plus en termes de métier, mais ça reste toujours une passion quand même. Jeanne, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Pour revenir peut-être rapidement sur la prépa mentale, si tu devais partager, je sais pas, mettons 3 conseils en termes de prépa mentale, en tout cas 3 techniques que toi tu utilises qui ont bien marché pour toi, ce serait quoi? Alors je dirais la première, c'est de pas vouloir en faire trop ou plus, parce que par exemple en tennis, on le voit beaucoup. S'il y a un joueur qui se dit allez, je vais tout donner là, je vais faire le show et tout, je vais montrer de quoi je suis capable, il en fait trop et en fait il dépasse un peu ses limites et ça passe à côté, quoi. Et c'est un peu pareil dans tous les sports. Je pense que il faut faire ce dont on est capable et se dire aujourd'hui je fais ce que j'ai su toujours faire à l'entraînement et ça viendra naturellement en fait. Donc pas chercher à en faire trop. Il y a aussi et en même temps quand tu es en course, parce que là tu parles de la course ou tu parles des entraînements? De la course. Là je parlais de la course. Oui. Parce que dans la course il y a toujours un aspect où finalement en fait
rationnellement, je suis capable de faire ça, mais quand je suis dans la dynamique de course, je vais en faire un peu plus, quoi. Oui, mais toujours t'as une petite part d'inconnu. En fait, je trouve que quand on met un dossard, enfin, il y a des gens à qui ça le fait pas, d'autres si. Moi, ça me transcende un peu, donc je mets le dossard et puis je fais un truc que j'aurais jamais fait à l'entraînement, honnêtement. Ah, mais moi aussi complètement. Ah, voilà, je suis incapable de reproduire ce que je fais en course. Je suis incapable de reproduire l'entraînement, mais impossible. C'est ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ça me fait la même chose. Et franchement, et je pense que ça. Est-ce que vous avez déjà vécu l'état de grâce un peu, le truc où la course se passe, c'est génial, on a l'impression qu'on a eu mal nulle part et tout. Ouais, l'état de grâce, l'état de flow. Ouais, alors, le flow, c'est ça. Alors terminé où tu te dis j'ai eu mal nulle part, j'ai pas subi, non. Enfin moi systématiquement dès que je fais une course, je sais que je vais subir, ça va me faire mal. Oui. Ouais. Il y a des moments où je suis bien, je suis dans ma course, je suis content, je suis confiant, voilà, j'ai l'état de flow, j'ai ça aussi, mais il y a d'office un moment dans la course, peu importe que ce soit du court ou du long, du triathlon, de la course à pied, du vélo, il y a clairement un moment où je vais souffrir, et je le sais. Moi, je pense que toujours, je souffre toujours, mais quand je suis dans l'état de flow, je l'oublie. Je l'oublie. Oui, d'accord, tu peux l'oublier par moment, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Mais rassure-moi, il n'y a pas de course où tu souffres, souffres pas dans... Okay, non, mais il y a des courses où clairement j'ai oublié, parce que il y a une fois à Embrun où j'ai eu l'état de flow, et donc où j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai cru que j'avais pas eu mal tout du long, et où mon entraîneur m'a dit après que j'avais pleuré pendant la moitié du marathon en disant j'ai mal, quand est-ce que ça finit? Sauf que mon esprit a oublié cette partie parce que c'était tellement bien que voilà, il a un petit peu embelli le truc. Mais n'empêche que cet état de flow, il faut pas chercher à chaque course à l'avoir, parce que plus on cherche à l'avoir et moins il vient. En fait, il va venir assez naturellement, et parfois il va venir, parfois il viendra pas. Mais il faut faire. C'est comme le bonheur. Quand on s'y attend pas, il vient. C'est ça. Pareil. Et donc ça, j'ai aussi appris, parce que parfois, je recherchais toujours à avoir les mêmes sensations que sur telle course ou quoi. Et puis, en fait, ça, c'est pas possible, quoi. Ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Et il y a aussi autre chose que je trouve en prépa mentale qui est hyper important et que j'ai appris avec avec ce que j'ai fait en prépa mentale, c'est, parfois, quand on prend le départ d'une course, on pense à l'objectif. Donc, à ce qu'il y a au bout, quoi. À la finalité. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est tout le chemin qui va nous mener au but. Parce que si on pense que à la finalité, on va se concentrer que sur la fin et donc pas à chaque étape qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. Donc en fait, on oublie des étapes, soit on oublie de bien se ravitailler, soit on oublie des choses qui font qu'on se déconcentre. Alors que moi, la plupart du temps, j'ai essayé de penser chaque kilomètre après chaque kilomètre globalement, hein, mais voilà, chaque point après chaque point, et ça m'a permis d'arriver à l'objectif sans avoir été focalisé sur un temps ou une place ou quoi. Et c'est là où souvent ça a le mieux marché. Ok, donc se laisser aller, quoi, se laisser porter par la course. Ouais, je dirais avoir un plan de course et se focaliser, se concentrer sur le plan de course et non pas sur l'arrivée. Mais tout en lâchant un peu prise quand même. Ouais, lâcher prise, ça c'est clair. C'est le moment où on peut le plus lâcher prise en course. Ouais, par rapport à l'entraînement où il faut plus s'écouter et tout ça. Là, c'est la cerise sur le gâteau, la course. C'est tout ce qu'on a fait avant qu'on peut mettre en pratique. Ouais, c'est ça. Jeanne, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui es sur le circuit depuis de nombreuses années, quel serait ton conseil à des gens qui se mettent au triathlon ou des amateurs qui sont déjà un petit peu installés dans ce sport pour devenir triathlète? Je dirais, la première chose, c'est toujours faire passer le plaisir avant tout. C'est-à-dire que si on veut devenir triathlète, mais que voilà, c'est juste une passion, un loisir ou quoi, faut que ça reste justement ce que c'était au départ, quoi. C'est-à-dire les petits papillons dans le ventre avant une course et tout ça. Donc je pense tout mettre en place pour que ce soit du partage avec les gens et que ça reste un moment agréable et puis aussi de réaliser qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est une belle conclusion. Et puis pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, Jeanne, si on veut continuer à échanger avec toi, rebondir sur des sujets ou même approfondir certains sujets qu'on a pu voir dans le podcast? Alors, j'essaye de bien me tenir aux réseaux sociaux. Hein. Je suis pas la génération réseaux sociaux, mais je m'y tiens. Alors, j'ai une page Facebook et j'ai aussi une page Instagram. Et les deux, je mets un petit peu du contenu, de ce qui m'inspire et tout ça. C'est Jeanne Collonges, tout simplement.
mon prénom, mon nom. Facile. Facile. Bon, bah écoute, super. Merci Jade pour ton temps. Et Oui. on te retrouvera sur quelle course cette année en 2023? Là, je vais faire le 73 de Marbella le 7 mai, l'Ironman de Lanzarote le 20 mai. Et après, j'aimerais refaire l'Embrunman le 15 août. Puis entre ça, il y aura des courses. Après ça, il y aura aussi certainement des petites courses. Mais voilà, les deux objectifs, c'est Lanzarote et Embrun. Magnifique. Ouais. Je serai peut-être du côté d'Embrun aussi dans Ah, ces eaux-là. génial. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de s'y recroiser. Bah carrément. Puis moi, je vais écouter du coup tous les podcasts que j'ai manqués là parce T'as du que vous retard. m'avez donné envie. Alors, Bah, on commence 300. par celui de Yves, mais Oui, mais c'est après ça. voilà, il y en a un peu plus de 330 là. Bah donc, ouais, c'est énorme. Ah ouais, il y a de quoi Voilà. faire. Exactement, ça va t'accompagner sur tes prochaines sessions de trainer. C'est ça, exactement. Bah ouais. Allez Jeanne, bah écoute, tout le meilleur pour la saison 2023 du coup. Merci. Ah bah vous aussi. Hein. Merci Voilà, beaucoup. et nous on se retrouve Hermano la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Bah bon courage pour la suite. Merci, ciao. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.